Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart. À 12h30 tout d'abord, une demi-heure pour faire le point à la mi-journée. Et puis à 18h30 le soir, 1 heure pour décrypter les enjeux de marché et revenir sur les grands sujets du moment. Et justement, ce soir, au sommaire donc de cette édition, une semaine tout d'abord qui sera sous le sceau de l'emploi aux États-Unis avec la publication du rapport sur l'emploi du Bureau of Labor Statistics vendredi pour le mois de juin. Un rapport qui sera précédé de la traditionnelle enquête ADP sur le nombre de créations d'emplois dans le secteur privé aux États-Unis. Des chiffres qui seront suivis de près alors que la Fed a manifesté son intention de relever ses taux dès 2023, il y a à présent une dizaine de jours, et que Jérôme Powell a insisté dans la foulée sur le fait que l'inflation n'était pas le seul critère pris en compte par la Fed donc pour relever ou ajuster sa politique monétaire, mais que l'emploi était également suivi de près. Au sommaire de cette édition également, à quelques jours de la fin du mois, nous commencerons à faire un bilan des 6 premiers mois de l'année, 6 mois qui ont permis au CAC 40 de gagner de près de 20%, tandis que les indices américains ont inscrit de nouveaux records sur la période, à l'instar du Nasdaq qui gagne 11% depuis le début de l'année, tandis que le S&P 500 gagne lui 14%. On fera le bilan des marchés actions, mais aussi du contexte économique global avec nos invités en plateau, un bilan qui permettra de prendre un peu de recul sur le changement de ton de la Fed, j'en parlais il y a un instant, donc il y a quelques jours. Et enfin, dans la dernière partie de cette émission, dans Marché à thème, nous aborderons la thématique de l'ISR sous le prisme de l'emploi et de l'inclusion. Comment investir en adoptant une démarche qui favorise l'emploi en zone euro? Quelle est donc la démarche à mettre en place? Quels sont les arbitrages à faire? Nous en parlerons avec Frédéric Ponchon, gérant de Sycomore Inclusive Jobs. Et on regarde rapidement le CAC 40 qui recule de près de 1% ce soir. Les valeurs liées de près ou de loin au tourisme pâtissent notamment des craintes vis-à-vis du variant Delta qui a notamment poussé l'Australie à procéder à un nouveau confinement de 2 semaines, tandis que l'Afrique du Sud ou la Russie ont elles aussi mis en place de nouvelles mesures de restriction. A l'inverse, les valeurs de consommation comme Danone ou Pernod Ricard progressent, tout comme les valeurs liées à la santé ou à la tech. Smart Bourse, c'est parti. Et on commence avec un résumé de l'actualité financière et boursière du jour avec Alix Nguyen depuis la salle des marchés de Bourse Direct. La bourse de Paris clôture en nette baisse à 6 558 points, en baisse de 0,98% à 2 jours de la fin du deuxième trimestre. Wall Street, de son côté, dans les premiers échanges, évoluait en ordre dispersé. Les investisseurs continuent de parier sur une reprise de l'économie sur fond d'inquiétude quant à une éventuelle 4e vague de la pandémie de coronavirus face à la propagation du variant Delta en Asie et en Europe. Les valeurs liées au tourisme et au transport aérien sont particulièrement touchées. Accor, ADP et Air France KLM perdent respectivement 3,2, 5,9 et 4%. Cette semaine, la publication du rapport sur l'emploi de juin aux États-Unis devrait être déterminante. L'attention sera portée sur l'évolution des salaires. Cette nouvelle donne aiguillera davantage les investisseurs quant à la teneur de la reprise économique à venir et de l'orientation de la politique monétaire des banques centrales. L'évolution des marchés les prochains jours dépendra aussi des enquêtes d'activité dans le secteur manufacturier en Asie, en Europe et aux États-Unis. À noter également la réunion de l'OCDE à Paris. Elle devrait aboutir sur une proposition d'un taux d'imposition minimum des entreprises multinationales. S'agissant du pétrole, l'OPEP+ doit se prononcer sur un éventuel relèvement de sa production alors que la demande de pétrole se renforce du fait de la reprise économique. Du côté des valeurs à suivre, le directeur général de Burberry, Marco Gobbetti, a fait part au conseil d'administration de son intention de quitter le groupe de luxe britannique en fin d'année, alors que dans un communiqué séparé, Ferragamo annonçait le recrutement de ce dernier comme directeur général. Le constructeur aéronautique Airbus a proposé d'assembler l'Eurofighter en Suisse si Berne retient l'avion de combat dans le cadre d'un contrat de défense de 6 milliards de francs suisses. Sanofi a signé un accord avec l'allemand Stada en vue de la cession de 16 de ses produits de santé grand public commercialisés en Europe.
Le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène zéro carbone McPhy annonçait vendredi avoir été informé d'une fuite de potasse issue de son électrolyseur, une fuite intervenue à la centrale électrique de Grenzach-Wilhelm en Allemagne. L'entreprise s'est engagée à communiquer au marché toute information utile liée à cet événement. Volkswagen cessera de vendre des voitures dotées de moteurs à combustion en Europe d'ici 2035 pour passer aux véhicules électriques. Et puis une autre actualité chez Volkswagen, sa filiale mexicaine s'attendrait à redémarrer la production, alors perturbée par la pénurie mondiale de puces électroniques à partir de la semaine prochaine. Et place à l'agenda. Demain, les marchés seront attentifs à 11h aux indices de confiance dans l'industrie et les services en juin dans la zone euro. Et puis aux États-Unis, nous prendrons connaissance de l'indice de confiance des consommateurs de juin publié par le Conference Board. C'était Alix Nguyen depuis la salle des marchés de Bourse Direct. Alix Nguyen que vous retrouverez dès demain à 9h55, puis à 12h30, 14h55 et 18h30. Et c'est parti pour Planète Marché pour décrypter un petit peu les enjeux des marchés financiers avec 3 experts en plateau. Jeanne Asseraf-Biton, directeur de la recherche marché de Lyxor Asset Management. Bonsoir Jeanne Asseraf-Biton. Bonsoir Nicolas. Mais également Bertrand Puif, gérant des fonds FF France et FF Nordique chez Fidelity. Bonsoir Bertrand Puif. Bonsoir. Et Thibaut Prébet, directeur général adjoint de Financière Arbevel. Bonsoir Thibaut Prébet. Bonsoir. Alors on va commencer peut-être avec vous Jeanne Asseraf-Biton. On est donc, on le disait en introduction, dans une semaine de l'emploi qui s'ouvre avec 2 échéances aux États-Unis, mais une semaine avec une saveur un peu particulière puisque c'est 10 jours après la prise de parole de Jérôme Powell, donc à l'issue de réunion de politique monétaire de la Fed, qui a annoncé donc que les taux remonteraient potentiellement dès 2023 et non plus 2024, et qui a également annoncé que l'inflation n'était pas le seul indicateur suivi. On le savait déjà, mais on avait quand même l'impression que c'était l'indicateur principal dans la communication de la Réserve fédérale américaine. On a vu les gouverneurs de la Réserve fédérale américaine s'enchaîner depuis et encore cette semaine, donc pour certains défendre des visions plutôt sur un resserrement plus dur dès 2022, d'autres pour dire qu'il fallait attendre encore un petit peu. Là, comment est-ce que vous abordez cette semaine, Jeanne Asseraf-Biton, sur justement cette échéance de l'emploi ? À mon sens, c'est une échéance importante. Je crois que, avant toute chose, les 2 questions se rejoignent parce que au-delà de ce qu'on peut avoir comme effet transitoire, voilà, le prix des transports, etc. Ce qui est quand même important, c'est de savoir ce que vont faire les salaires. Bien sûr. Donc, la dynamique du marché de l'emploi, la faculté de résorber l'espèce de mismatch qu'il y a aujourd'hui entre un taux d'offre qui est énorme et des gens qui n'ont pas forcément, sont pas forcément prêts à retravailler sauf augmentation de salaire. Oui, c'est ça. Il y a cette complexité qui fait qu'il y a des offres, mais il n'y a pas forcément toujours des gens pour aller travailler, que ce soit en lien avec les aides de l'État ou des secteurs qui ont été un petit peu abandonnés en fait. Alors, il y a pas mal d'explications avancées, effectivement, les aides de l'État, mais elles vont se tarir à un moment. Ensuite, il y a le fait que des gens seraient encore soucieux, pour raison de contamination, de retourner travailler. Après, il peut y avoir des gens qui ne se sont pas encore réorganisés avec leurs enfants, leur famille, etc. Donc, pour aller chercher un job, voire un deuxième job, etc. Donc, on ne sait pas très bien encore comment on va dire le gap qu'il y a au sein du marché de l'emploi va se résorber, à quelle vitesse et s'il va générer une hausse, une inflation salariale que la Fed jugerait trop élevée. Alors habituellement, la Fed dit entre 3 et 4% d'inflation salariale, c'est bien, pour une inflation à 2. Pour une raison, c'est qu'il y a des gains de productivité. Et là, on oublie parfois d'en parler sur les États-Unis, mais il y a un véritable boom de l'investissement en ce moment aux États-Unis. Les gains de productivité sont presque à 2, ils vont s'affermir encore un peu. Donc si l'inflation salariale s'établit entre 3 et 4, la Fed, ça peut lui suffire, mais ça veut dire aussi que ça peut lui donner le signal que si on est entre 3 et 4, l'inflation cœur sous-jacente, elle peut être ferme, suffisante pour dire je commence à réduire mes achats d'actifs.
Parce qu'on a écouté Jérôme Powell qui disait qu'il voulait notamment, non seulement une reprise de l'emploi, mais une reprise de l'emploi pour toutes les couches de la société, pour tous les secteurs d'activité. Là, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut également regarder en fait cette hausse des salaires, parce que c'est peut-être ça aussi qui précipiterait une décision de la Fed de réduire son soutien monétaire. Oui, je pense qu'il y a les deux éléments, parce qu'on l'oublie parfois du côté européen, parce que la BCE n'a pas cet objectif. Mais la Fed a dans ses statuts l'objectif de plein emploi. Donc ça fait partie de son mandat. Elle doit permettre le plein emploi. Donc il a peut-être une interprétation globale du plein emploi en disant il faut que tous les secteurs y participent. Mais il y a, à mon sens, aussi la composante salariale qui, elle, va être déterminante pour l'inflation à moyen terme. Bertrand Puif, on aborde ce 28 juin, du coup, cette semaine de l'emploi qui s'ouvre dans le contexte qu'on a un petit peu décrit. Vous regardez les mêmes indicateurs. Quelle est votre vision un petit peu de cette semaine qui s'ouvre ? Le risque, effectivement, c'est qu'aux États-Unis, on ait une boucle prix-salaire qui se mette en place, et ça, ce serait effectivement catastrophique. Il y a quand même un risque, nous on estime, qui est loin d'être négligeable. Sur la partie, effectivement, salaire, je rajouterais peut-être 2 éléments. Il y a le salaire minimum à $15, si c'est mis en place, c'est hautement inflationniste. Et également, donc, le plan infrastructure qui va créer énormément d'emplois, une pression sur l'emploi, à un moment donné où, effectivement, certaines personnes se disent, est-ce que j'ai envie de revenir ou pas ? J'ai touché pas mal d'aides, donc le temps que j'épuise ces aides, on sait comment fonctionnent les Américains, il faut vraiment attendre d'avoir de trésorerie pour aller travailler, notamment dans les emplois peu qualifiés. Et donc, c'est vrai qu'on peut avoir quand même, en tout cas, la bourse un peu, à un moment donné, fantasmée sur cette boucle prix-salaire, qui ne serait pas une bonne chose, évidemment. Alors, sur du côté de l'offre, nous on pense qu'il y a effectivement des tensions inflationnistes qui sont temporaires, comme ça a été mentionné sur le transport. Le transport maritime, on sait, il y a des niveaux qui ne sont pas soutenables et qui sont liés à l'engorgement des ports, et tout ça, dans 6 mois, ce sera sans doute derrière nous. Par contre, c'est vrai que sur certaines matières premières, nous on considère qu'il y a des vrais goulots d'étranglement, et c'est plusieurs années qu'il va falloir pour résorber cela, et ce d'autant plus qu'il y a ce plan d'infrastructure aux États-Unis, qui en Europe, ce plan d'investissement dans les énergies renouvelables. Également, donc la Chine le dit pas forcément comme ça, mais est en train de faire sa transition énergétique, et tout ça est hautement consommateur en matières premières. Bien sûr, en métaux, donc. En métaux, en acier, exactement. En aluminium. Voilà, et c'est vrai qu'on a eu un rebond de ces métaux-là, mais à part le cuivre, qui est un épiphénomène et qui est quasiment le seul qui traite sur ces plus hauts historiques, quand on prend par exemple l'aluminium, qui est au cœur de la transition, on est passé effectivement au plus bas il y a un an à $1 500 la tonne à 2500. Je rappelle qu'en 2008, le précédent haut de cycle, on était à 3500. Sur le nickel, qui est encore plus clé dans la transition, on est passé de 11 000 au plus bas il y a 12 mois à 18 000 aujourd'hui. 2011, on était à 30 000. 2008, on était à 50 000. Donc, si vous voulez, il y a encore sur beaucoup, et on peut en citer beaucoup comme ça. Donc, de mon point de vue, on a fait la première jambe de hausse sur les matières premières, mais il y en a une deuxième qui va être extrêmement forte, parce qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, c'est qu'on a une inélasticité de l'offre à la demande, puisqu'aujourd'hui, pour obtenir un permis, ne serait-ce que pas pour ouvrir une mine, mais pour augmenter la production d'une mine, il faut entre 3 et 5 ans, parce qu'il y a des études environnementales dans tous les sens. Bien sûr, et ça, c'est que pour obtenir le permis, après, il faut l'exploiter. Exactement, après, il faut l'exploiter, il faut mettre en route, voilà, donc... la production est complètement inélastique, non seulement à court terme, mais je dirais même à moyen terme. Et c'est pour ça que certains spécialistes évoquent des matières premières, des pénuries. On parle d'une pénurie mondiale de cuivre dès la fin de l'année prochaine, dès 2022. Et on ne sera pas encore au pic de la transition énergétique. On a vu la Chine réagir d'ailleurs sur ce sujet. Alors c'était sur le cuivre, le zinc et l'aluminium, où du coup elle a ouvert finalement les réserves nationales pour faire face justement. Alors c'était plus au prix de production des entreprises pour éviter que ça augmente trop fortement. Bon, c'est un pays. Et puis c'est temporaire, parce que les réserves, à un moment donné, de toute façon ils vont les fermer même avant qu'elles soient à zéro, parce que comme leur nom l'indique, c'est des réserves stratégiques. Donc s'ils se brouillent avec un autre pays, c'est comme si les États-Unis effectivement disaient on ouvre nos réserves de terres rares. Oui, sauf que ça vient à 95% de la Chine.
Chine, donc quand il n'y en aura plus en réserve, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est vrai que ça, c'est à court terme, c'est pour donner un signal en disant, bon, on est conscient du problème et on va essayer d'aider les entreprises, mais c'est que temporaire. Donc attention à la hausse des salaires, nous dit Jeanne Asraf-Biton. Vous nous dites attention à la hausse des matières premières, où finalement on a vu que le début, ou en tout cas on a vu qu'un premier cycle. Oui, tout à fait. Et puis on va parler aussi de la matière première centrale aujourd'hui, puisqu'on est en début de transition énergétique. Pour les 30 prochaines années, on va dire que sans doute pas le pétrole, mais le gaz restera l'énergie la plus importante. On voit que le prix du pétrole monte, qu'aujourd'hui la problématique de l'OPEP, c'est de faire qu'il ne monte pas trop vite pour ne pas accélérer la transition énergétique et pas avoir aussi des problèmes politiques qu'ils ont pu avoir quand le pétrole était à plus de $100. Parce que la demande, alors il y a un élément de court terme évidemment dans le rebond de la demande, mais il y a également donc des éléments qu'on oublie souvent, c'est que on a quand même la moitié de l'humanité qui est l'Asie, même plus aujourd'hui, qui est en croissance. Il y a beaucoup de pays en croissance. L'Indonésie est en forte croissance. Le Vietnam est en forte croissance. Ces pays-là, en normalisé, sont fortement consommateurs donc d'énergie et de pétrole ou de gaz. Donc la demande, elle est toujours là. Il y a eu un reset avec effectivement la crise qui est en train de graduellement, on rattrape dans les pays développés, mais on a un sentier de croissance et même des institutions comme Greenpeace prévoient qu'on aura une consommation plus importante d'hydrocarbures dans 30 ans qu'aujourd'hui. Mais effectivement, le mix va changer radicalement. Déjà, le charbon, au revoir. Charbon, je rappelle, c'est 50% de la génération électrique mondiale aujourd'hui. C'est le vrai problème, c'est le charbon. C'est pas le pétrole ou le gaz, c'est le charbon. Et effectivement, le gaz sera sans doute à plus de 80% l'énergie fossile utilisée en 2050. Mais voilà, aujourd'hui, il n'y a pas eu d'investissement pendant 10 ans parce que les prix n'étaient pas là, parce qu'on nous parlait, on demandait à ces groupes pétroliers de faire des investissements dans les énergies renouvelables et moins dans leur core business. Et donc ça fait qu'aujourd'hui, plusieurs sociétés pétrolières sont en train d'évoquer des pénuries dans les années à venir parce qu'effectivement, ils ont très peu investi. Et là encore, il faut entre 2 et 4 ans quand on commence à investir dans un champ avant qu'il commence à produire. Thibaut Prébet, donc un premier point d'alerte du coup sur la hausse des salaires aux États-Unis et un deuxième point d'alerte de Bertrand Puif sur la hausse des matières premières. Là, à l'ouverture de cette semaine, alors on est bientôt au bilan, donc à fin juin, au bilan de mi-année. On est donc du coup 10 jours après le changement de ton de la Réserve fédérale américaine. On se disait que les marchés du coup avaient quand même les yeux rivés sur ce discours monétaire. On se rend compte qu'il y a d'autres points d'attention quand même qu'il faut avoir en tête aujourd'hui. Le marché aujourd'hui n'a pas beaucoup de points d'attention. C'est-à-dire qu'il se passe quand même globalement rien. Quand on arrive le matin et qu'on regarde les futurs, donc les prévisions des indices américains, en général le matin ils sont entre moins 0,04 et plus 0,03. Donc c'est vrai que c'est amusant de noter qu'à ce moment, un peu comme d'ailleurs pendant l'année 2017, on se disait c'est une période de danger, voilà, il y a l'inflation qui repart, ça va être compliqué. Et on avait eu en 2017 une année où il y avait eu 4 variations de plus d'1% sur les marchés américains, contre 100 et quelques l'année suivante. Et là, de la même manière, on se disait le mois de juin, ça va dépoter sévère et il se passe globalement rien. Ouais, d'accord. Et en fait, la raison qu'on peut comprendre, c'est que tout le monde s'est dit, à partir du moment où c'est transitoire, on verra après. Et en fait, quand on a des statistiques un peu inquiétantes sur le front de l'inflation, les taux ont plutôt eu tendance à baisser. Et quand on a des statistiques plutôt réjouissantes sur le côté contenu de l'inflation, le marché n'est pas plus intéressé dans l'autre sens non plus. Donc on est dans une période en fait où ceux qui seront un peu cyniques diront comme il n'y a rien d'autre à acheter, le marché monte un peu tranquillement tous les jours, avec quelques séances comme aujourd'hui où il y a quand même des rotations sectorielles qui peuvent être violentes. D'autres diront juste qu'il y a une contrainte microéconomique qui est très forte, c'est-à-dire que la dynamique d'entreprise est très solide, et ça c'est difficile d'aller contre. Mais ce qui est sûr, c'est que le degré d'inquiétude des acteurs de marché ces dernières semaines ne se reflète pas dans ce qu'on voit de la bourse, qui est une sorte de marche en avant calme et ininterrompue. Les investisseurs disent que l'inflation est un phénomène transitoire, et les banques centrales commencent à dire que peut-être que ce serait moins transitoire que ça. Donc c'est vrai qu'on est encore dans cette... On n'a pas défini ce que c'était que le transitoire. Et puis on ne sait pas ce qui est transitoire. Et puis on ne sait pas ce qu'elles veulent. Parce qu'en réalité, réalité, ça fait quand même 10 ans qu'elles essayent de nous sortir d'un régime déflactionniste. Quoi. Donc elles n'ont certainement pas envie de compromettre 10 ans de travail. Pour rembourser la dette des États, c'est peut-être mieux d'être mais même sans regarder ce problématique d'accumulation de dette qui est colossale, mais même intrinsèquement, ça fait 10 ans qu'elles emploient toutes les politiques qu'elles créent, qu'elles innovent pour essayer de nous sortir du régime déflationniste. Donc là, si on y arrive enfin, je pense qu'elles ne vont pas vouloir casser la dynamique rapidement. Ça veut dire quoi, ne pas vouloir casser la dynamique rapidement? Ça veut dire que on augmente les taux, mais qu'on est très très prudent, par exemple en ce qui concerne la Fed, sur la réduction du soutien monétaire. D'abord, elles n'augmentent pas les taux d'abord. Elles commencent par réduire leurs achats d'actifs. Donc ça, elles se donnent probablement 6 mois.
de réduction des achats d'actifs, pendant lesquels les marchés peuvent se préparer à ce que potentiellement, une fois qu'elles ont fini, après, dans les 3 mois qui suivent, elles commencent à remonter un tout petit peu. Potentiellement, mais ça suppose, et on sera peut-être déjà dans 1 an, donc ça suppose que l'inflation est tenue. Et que même toutes les problématiques de matières premières, etc., il y a des effets de base qui vont jouer dans l'autre sens pendant un moment. Donc tout ça... Donc vous êtes moins inquiète, Jeanne Asraf-Biton, justement sur ces progressions des matières premières et sur l'attention qu'il faut y porter. Mais si je peux me permettre, il faut comprendre une chose, c'est que augmenter les taux pour une banque centrale ou diminuer les achats d'actifs, ça répond à une problématique. La problématique, c'est de dire qu'il y a une surchauffe parce que toutes les sociétés empruntent trop pour faire trop de projets et ça crée de l'inflation. Quand aujourd'hui, je prends un exemple idiot, vous n'arrivez pas à produire des PlayStation 5 parce qu'on manque de semi-conducteurs. Si vous dites on va monter les taux, il n'y a pas une personne qui va se dire « Attendez, je vais arrêter d'acheter le PlayStation 5 ». On a des pénuries qui sont structurelles liées au fait qu'on n'a pas produit. On peut monter autant les taux qu'on veut, ça ne changera rien aux gens qui ont envie d'acheter un bien qui n'est pas disponible pour l'instant et qui attendent qu'il le devienne. Donc, de toute façon, la question de la Banque centrale, elle est surtout d'essayer de savoir quel est le régime normal pour voir s'il faut le refroidir ou pas. Mais tant que c'est un régime qui n'est pas du tout normal et qu'on ne peut pas refroidir, à l'instant T, c'est moins un sujet. Donc en fait, elle a besoin d'attendre la période, entre guillemets, où on rattrape des anomalies, des problèmes de stockage, parce que parfois il y a des secteurs où il n'y a eu aucune production pendant 6 mois l'année dernière. Puis dès qu'on se dit maintenant on n'est plus dans l'effet rattrapage, on est dans un effet qui s'est normalisé, là elle peut réfléchir. Mais je veux dire, ralentir un marché, monter les taux, il faut que ça doit être un objectif pour une raison. Il y aurait un objectif quand même, il y en aurait un. Moi je suis convaincus qu'ils vont attendre autant qu'ils vont pouvoir avant de bouger. Mais ils pourraient avoir un objectif. C'est qu'ils sont aujourd'hui dans des politiques monétaires qui sont pour le moins non orthodoxes. Donc ils pourraient vouloir regagner des marges de manœuvre, ils n'en ont plus, pour le cas échéant, à la prochaine crise, en avoir. Donc ce serait leur objectif. Moi je pense qu'ils ont trop, on va dire, trop tenté pendant 10 ans d'efforts pour refléter les économies, pour agir prématurément. Donc moi, je suis complètement convaincue, je pense qu'ils vont attendre. Et c'est vrai qu'on regarde les matières premières, comme disait Bertrand, on les regarde de près. La seule chose, c'est qu'on a peut-être un scénario un peu moins favorable sur les infrastructures aux États-Unis, etc. Et il nous semble que, voilà. Alors parlons-en justement, donc là on est sur un plan de 1200 milliards de dollars d'infrastructures aux États-Unis. Bon, il y a eu des petits rebonds là vendredi où Joe Biden a dit je ne signerai pas puisque le plan d'infrastructure humaine n'est pas sur mon bureau. Puis finalement, il va quand même le signer. Puis ça, c'était peut-être un moyen, avec le recul en fait, d'embarquer l'aile gauche des démocrates avec lui. Pourquoi du coup vous n'êtes pas si optimiste que ça sur le sujet, Jeanne Asraf? C'est pas optimiste. Non, je veux dire, au départ, le plan d'infrastructure était censé être à 2000 milliards. C'est ça, c'est moins Là, gros que prévu. Donc c'est quand même beaucoup moins gros, quoi. C'est à peu près la moitié, quoi. Là, il est à 1200 milliards, il n'est pas encore voté. Donc, il met une condition sur le plan des families, le family plan, donc le plan social. Le plan social, s'il doit se faire en bipartisan avec réconciliation, il va forcément être sacrément downsizé, parce que quand vous le faites en réconciliation, il ne peut pas augmenter le déficit. Or, ce qu'ils ont mis en face pour le financer n'est pas suffisant. Donc moins de pression sur les matières premières selon vous à court terme, ou en tout cas à suffisamment moyen ou long terme pour que même réduit, le plan reste quand même significatif. Je dis pas ça, je dis simplement qu'on a un scénario sur les plans d'infrastructure d'abord qui sont décennaux. Bien sûr, oui, on est sur le long terme, on est sur et moi, j'étais pas sur le long terme, honnêtement, c'était plus sur la période. Okay, sur la période. Et on les surveille, mais on a l'impression que les entreprises peuvent absorber une certaine hausse des matières premières sans que leur marge soit dégradée, parce qu'il y a un levier opérationnel qui va jouer à plein. Quand est-ce qu'on a vu l'économie américaine en hausse de 7%, l'économie européenne de 4% cette année et l'an prochain, voire plus cette année à mon avis, mais bon, le levier opérationnel va jouer à plein. Donc il y a quand même de la marge pour absorber un peu de hausse des coûts des matières. Bertrand Plouffe, un mot peut-être sur ce plan d'infrastructure de Joe Biden ?
Effectivement, la question, ça va être, je veux dire, comment il va être réparti est-ce que ça va être sur 3 ans, sur 5 ans? Pour moi, je pense qu'il va l'utiliser comme un outil de pilotage. Si effectivement, à un moment donné, il y a un problème sur l'emploi, il va accélérer un peu, remettre des projets. Donc, c'est aussi quelque chose qui lui donne de la flexibilité. Après, juste pour donner un chiffre par rapport à un autre élément qui est important sur les matières premières, qui est la transition énergétique, pour obtenir ne serait-ce que l'objectif de l'Union européenne, qui est 0 net d'émissions en 2050, il faut multiplier par 8 la production mondiale de cuivre. Alors ok, c'est d'ici 2050, c'est vrai. Mais encore une fois, à l'échelle d'une mine où il faut planifier à 10 ans une montée en production, c'est juste complètement surnaturel. Quand on parle aux opérateurs vraiment sur le terrain, bien sûr, eux, ils comprennent rien du tout. Il y a une énorme déconnexion, si vous voulez, entre ce qui est dit et annoncé par les politiques. On sait qu'ils ne feront pas tout, ce sera cuté forcément. Mais même s'ils font la moitié, il va y avoir des soucis quand même à un moment donné. Donc, je suis d'accord qu'une partie de cette hausse sera absorbée au départ par les entreprises. Après, il y en a certaines dans un deuxième temps qui auront du mal et d'autres qui réussiront, qui continueront à réussir à faire ça. Deux choses sur ce plan. La première, c'est que il faut pas oublier la taille de ce plan. C'est-à-dire que le Covid nous a fait lancer des plans de relance tellement dingues que maintenant, quand ça baisse, on se dit c'est pas énorme. Le plan de relance 2009, on parle autour de 500 milliards. Là, on dit 1200, c'est pas beaucoup. Donc, il faut quand même, pour des gens qui ont moins l'habitude, peut-être les spectateurs, se rappeler que c'est des montants qui sont dingues. Après, on a eu les effets d'annonce de Joe Biden qui nous ont habitués à des niveaux impressionnants. Le deuxième point, c'est que c'est un plan européen. C'est-à-dire que les plans européens, c'est on essaie de faire un montant, puis on fait un truc sur 14 ans avec une partie qui est remboursable, etc. Et les US, ils aiment bien plutôt mettre 1 tonne sur la table demain. Et là, le fait que déjà on nous parle d'un plan qui est un peu plus petit, qui est sur 8 ans, on sent un truc qui est plus, entre guillemets, électoral, parce que le montant par an ne nécessitait pas forcément un plan en soi, si c'est ce niveau-là. Et encore une fois, du coup, ça va être quelque chose de modulable. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que on est sur une logique qui n'est pas tout à fait la logique habituelle américaine d'avoir des choses très étalées. Ce qui veut dire aussi que, un peu à l'instar de ce qu'a fait l'Europe, on est en train de sortir de la logique de plan de relance d'urgence pour essayer de profiter de la capacité à mettre de l'argent sur la table massivement en ce moment, ce qui électoralement passe, pour faire de la planification, de stratégie de long terme. Ce qui n'est plus du tout une logique en fait, de plan de relance, qui est juste une logique d'utiliser les marges de manœuvre budgétaires pour créer un peu l'investissement des 10 prochaines années. Donc il faut voir ça plus dans cette logique-là que dans l'idée plan de relance d'urgence, où de toute façon il n'y a plus réellement d'urgence à gérer. Et puis d'ailleurs, le financement même du plan intègre cette idée d'aller chercher des fonds qui étaient débloqués pour la situation d'urgence et qui n'ont pas été utilisés, donc les réintégrer sur le long terme, complètement. Et c'est vrai que du coup, ce terme de relance peut maintenant être un peu galvaudé en fait. Mais il y a un autre aspect où on rejoint l'Europe et qui rejoint la problématique évoquée, c'est qu'en fait, le virage, on va dire, côté démocrate, il va y avoir beaucoup plus de réglementation. Et y compris, évidemment, sur tous les secteurs, énergie, matières premières, etc. Beaucoup, beaucoup plus de réglementation. Et peut-être même des réglementations fiscales au niveau mondial. En tout cas, on en discute et ça reviendra sur le sujet cette semaine, mais ça c'est encore un autre sujet. Je vous propose de faire un petit bilan. Alors on est le 28 juin, et on n'est pas encore tout à fait à fin juin, mais bon, ça fait presque 6 mois qu'on a un petit peu de recul sur ces marchés financiers. Donc un petit bilan, peut-être si on commence par les marchés obligataires, et notamment le 10 ans aux États-Unis qui fait couler beaucoup d'encre, qui en a fait couler depuis plusieurs mois. Et on a vu à court terme, si on commence à court terme avec une réaction presque contre-intuitive au discours de la Fed. On s'attendait à ce qu'il monte parce qu'il y avait les projections d'inflation qui montaient. Et au final, il a d'abord reculé puis il s'est stabilisé aux alentours des 1,50. Je rappelle qu'en février dernier, il allait toucher les 1,75 justement en lien avec les craintes et les craintes inflationnistes, j'allais dire les craintes de pousser inflationniste, mais non, les craintes inflationnistes des investisseurs. Peut-être Thibaut Prébet pour commencer sur le marché obligataire. Et quel bilan on peut en tirer à 6 mois, 6 mois moins 2 jours pour le coup? En fait, ce qu'on peut en tirer, c'est que, les investisseurs sont détendus. Il y avait aussi cette idée qu'il y a deux composantes qu'il faut comprendre sur une institution obligataire. La première composante, c'est qu'il y a une idée de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que quand un pays met des plans de relance de malade et dépense énormément, il faut trouver des gens pour acheter leurs dettes. Quand on est un pays comme la France, qui a une épargne excédentaire, il peut financer lui-même ça. Quand il est américain, il doit convaincre tous les étrangers de venir régulièrement ramener de l'argent. Et quand, pour des raisons politiques ou autres, le Royaume-Uni, le Japon, la Chine ont autre chose à faire, à un moment donné, il peut y avoir un peu de tension sur les taux. Donc ça, c'est quelque chose qui existait à un moment. Et puis avec la vigueur du dollar, avec le fait de retrouver des niveaux de taux qui sont attractifs pour les institutionnels mondiaux qui doivent acheter des emprunts d'État, on a retrouvé un flux d'investissement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de rappeler que si vous n'avez pas de risque sur la zone, c'est-à-dire que les gens considèrent qu'aux États-Unis, il n'y a pas de risque, ce qui est aujourd'hui quelque chose qui est globalement accepté, eh bien, votre taux à 10 ans, c'est censé être plus ou moins la moyenne composée
comme on compose quasiment rien, la moyenne des taux monétaires pour les 10 prochaines années. Et là, qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites 2021, on va rester à zéro. 2022, on va rester à zéro. Et si fin 2022 ou début 2023, on a une hausse de taux, on passe à 0,25, puis au bout de 6 mois, on passe à 0,5, vous voyez que si vous voulez avoir ne serait-ce que votre moyenne de 1,5 sur les 10 prochaines années, il va vous falloir pas mal de hausses de taux derrière. Bien sûr, les gens se sont rendus compte qu'en fait, même si on avait encore 2 ou 3 derrière, on était loin du compte. Donc pour justifier les taux qui iraient à 2, à 2,5 ou à 3, il faut envisager en fait des hausses de taux qui amèneraient les taux directeurs à 3 ou à 4. Et je rejoins tout à fait ce que vous disiez précédemment, c'est qu'en fait, les banques centrales, c'est un gros pas à faire pour elles. On se souvient quand on était à l'E3 sur le 10 ans américain, à un moment, on avait quand même eu un gros coup de pression des marchés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait un calcul à froid, les investisseurs se disent, si je prends les prévisions de la Réserve fédérale, oui, je vais avoir des hausses de taux, mais pour justifier un 10 ans américain qui irait à 2,5 par exemple, qui serait une zone qui commencerait à être un peu brutale, il faut un scénario de hausse de taux très élevé, qui est quand même très éloigné de ce qu'on nous dit aujourd'hui. Donc on est revenu dans un débat un peu comptable, de dire, comme on le disait à des grands philosophes, les comptes ne sont pas bons. On a du mal à justifier des taux très hauts si on n'a pas de problème de financement international et qu'on n'a pas de risque qui explose. Je pense qu'on en est là aujourd'hui. Oui, mais moi, ce qui me marque dans ce que vous dites, c'est calcul à froid, puisqu'en fait, d'un coup d'un seul, on se remet à calculer à froid, alors que sur les mois qui précédaient, enfin les mois qui ont précédé jusqu'en février, on était plus sur des tensions à chaud en lien avec les informations qu'on avait, notamment sur de potentielles craintes inflationnistes. Le marché est comme ça. 1, parfois il est stressé, on ne sait pas pourquoi, parfois il se calme, on ne sait pas pourquoi. 2, on s'habitue à tout. Donc il y a toujours un moment, on est tendu, puis au moment, ça se calme. Et puis 3, il y a parfois des flux qui sont liés à des ETF, à ARC, à Capital, à ce qu'on veut, qui créent des mouvements très violents. On ne sait pas toujours pourquoi. Il peut y avoir la Chine à un moment qui a une négociation avec les US qui ne lui plaît pas et puis qui décide de vendre beaucoup de bons du trésor américain pour mettre un coup de pression. Et puis 2 mois après, finalement, elle en rachète et on ne le sait même pas forcément. Et donc du coup, on peut malheureusement pas toujours raisonner sur du court terme et expliquer tout ce qui se passe. Ce qu'on voit juste, c'est qu'aujourd'hui, l'inquiétude a l'air limitée. Et le calcul a du mal à justifier les taux américains qui montent énormément, donc le marché pour l'instant s'est détendu. Jeanne Asraf-Biton, même question sur ces rendements obligataires et sur ce marché obligataire aux États-Unis. Écoutez, moi, ça m'inspire plusieurs choses. La première, c'est que on a eu un changement quand même à un moment, me semble-t-il, entre... Et d'ailleurs, c'est peut-être la première chose à dire, c'est que si les taux remontent, c'est pas forcément un mal. Il faut, on va dire, considérer que la reflation, c'est à chaque fois, j'entends le mot crainte inflationniste. Oui. Là, je l'ai beaucoup prononcé là depuis oui, tout à l'heure. Et pourtant, il faudrait peut-être dire espoir inflationniste, parce que si effectivement la reflation fonctionne, il n'y a aucune raison qu'on ait des taux au niveau où ils sont. Donc, il y a un moment où le marché a vraiment cru que la reflation fonctionnait, en février, etc. Et les chiffres de l'emploi ont brouillé la perception en se disant, c'est bizarre, on attendait le premier mois, il y a eu 1 million de créations d'emplois, le deuxième et le troisième, 200 000, 300 000, beaucoup moins qu'attendu. Et tout d'un coup, le marché s'est dit, oh là là, le scénario de reflation, peut-être qu'il faut le tempérer un peu. Donc ça, je pense que c'est un élément qui joue, malgré tout, et qui tient les taux un peu vers le bas. Après, honnêtement, toute la question, et c'est vrai qu'il y a un calcul à froid, mais ce calcul à froid doit tenir compte de ce qu'on appelle la prime de terme. Or, la prime de terme, elle est extraordinairement négative depuis une dizaine d'années qu'on est en déflation. Et justement, si la reflation s'installe, on va pouvoir additionner des tout petits taux courts à 1 an pendant 10 ans, mais on va rajouter une prime de terme qui va se reconstituer. Et donc, on devrait retrouver des taux plus élevés. Ce serait même un bon signe. C'est pas forcément négatif. Et puis après, il y a la demande. Il faut réaliser que les autres banques centrales, alors je ne parle pas des émergents, mais BCE, Japon, etc., elles ont des politiques à taux zéro, voire moins, et que il y a un attrait, comme vous le soulignez, des investisseurs étrangers qui retrouvent un peu de rendement, parce qu'il faut le chercher, le rendement aujourd'hui, surtout si on veut un actif avec peu de risques. Bertrand Puif, sur ces rendements obligataires, avec ces espoirs du coup inflationnistes, je vais changer effectivement de terme, et donc pour une même réalité, du coup, comment est-ce que vous analysez cette situation à 6 mois du coup de... Imaginons que les taux remontent à 2% le 10 ans US, quel est le problème ? Avec 4% d'inflation, on reste en taux d'intérêt réel négatif, ce qui est quand même un gros soutien pour la bourse. Après, pour nous, c'est plus en fait dans le changement de leadership dans le marché, en termes de secteurs. Quels sont les secteurs qui vont fonctionner dans un environnement comme ça ?
Dans un environnement de reflation, clairement, les belles valeurs de croissance qui traitent à 65 fois les profits, comme Hermès ou L'Oréal à 55 fois, enfin on a toute la collection en France qui fait que le CAC est effectivement... Bien sûr, les valeurs très du bien, luxe, hein. finalement. Voilà, c'est vrai que ça, pour le coup, on a du mal, nous, à voir les multiples continuer à monter dans un environnement reflationniste comme ça. Donc c'est vrai qu'on a plutôt tendance à aller vers de la value, pas de la value entre parenthèses deep value, c'est-à-dire des secteurs un peu morts qui sont disruptés avec des changements technologiques, des choses comme ça. Hein. Mais typiquement, l'exemple des matières premières est intéressant, les financières aussi, le pétrole. On a beaucoup en fait de secteurs qui ont été délaissés pendant 10 ans, qui sont revenus un peu en grâce depuis le mois de novembre. Hein. Mais quand on regarde, par exemple, on prend un indice value par rapport à un indice croissance sur les 5 dernières années, on est passé, c'est vrai qu'au pire, là, en février, donc juste avant que la crise du Covid éclate, on était allé jusqu'à 140 pour la croissance indice 100 il y a 5 ans, et on était à 60 sur la value. On n'a jamais eu un écart comme ça, c'était juste complètement inimaginable. L'élastique s'est un petit peu contracté, donc on est passé de 60 à 80, 85 sur la value, ce qui en soi est une énorme hausse en absolu, mais on est toujours, par rapport à il y a 5 ans, en dessous. Et la croissance, elle est passée de 140 à 135. Alors, si vous voulez, on reste encore... Ce que je veux dire, c'est qu'on reste surévalué sur la croissance, notamment si on croit à la reflation et à la pontification de la courbe des taux. Vous ne la voyez pas, cette rotation sectorielle dont on parle en fonction des réouvertures des économies? Alors, si, parce qu'il y a des secteurs cycliques qui sont dans la value et qui bénéficient de la réouverture. Aujourd'hui, le tourisme, par exemple, c'est devenu un secteur qui est quand même value. Donc, c'est vrai que la réouverture des économies favorise ce secteur-là. Mais dire que la réouverture des économies va favoriser L'Oréal, LVMH, Kering et Hermès, j'ai un peu effectivement du mal. Voilà. Donc certes, comme toutes les sociétés, leur croissance a été un petit peu réduite à cause de ça. Mais quand on traite à 60 fois les profits, honnêtement, bon. Mais ce qui est important de voir, c'est quand on passe de 1,50 à 2 sur la composante taux d'un taux d'actualisation, c'est juste complètement dingue sur une valeur de croissance. C'est-à-dire qu'on peut justifier une baisse d'objectif de cours de 30 ou 40%. Donc c'est là où effectivement je pense qu'on est un petit peu sur des œufs sur ces valeurs-là. Pas toutes, encore une fois. Hein. Il y a des belles valeurs de croissance qui ont aussi des valorisations qui sont basses. Mais voilà, il y a quand même des darlings du marché qui représentent des gros poids dans l'indice. Bien sûr. Et pour moi aujourd'hui, c'est un facteur quand même de risque significatif à moyen et justement, ça fait la transition toute trouvée avec les indices actions. Le CAC 40 presque 20% depuis le début de l'année, le DAX un peu moins 14% depuis le début de l'année. Bon, là on temporise. Alors effectivement, ça correspond à peu près au discours de la Fed. Désolé, j'y reviens, mais ça correspond à peu près cette phase de temporisation. Donc du coup, à vendredi 18 ou jeudi 17, qu'est-ce qu'on peut en penser de ces indices? Que là, on est parti sur une phase d'été plus calme en attendant la rentrée. C'est compliqué de savoir si les étés vont être calmes ou pas. Surtout dans le contexte actuel. Voilà, surtout dans le contexte actuel. Je pense que si par hasard il y avait une recrudescence, on ne le souhaite pas, de l'épidémie au travers des variants et que certaines mesures étaient adoptées pour réduire la circulation des personnes en Europe ou aux États-Unis et de facto refermer certains secteurs partiellement ou totalement, je pense que là, le marché baisserait quand même sensiblement. Donc voilà, donc il y a quand même des facteurs de risque. Après, effectivement, on peut tout à fait passer un été où on se revoit au mois de septembre, mais il n'y a rien eu. Alors, il y a quand même les publications des sociétés au mois de juillet et quelques-unes en août qui vont être quand même très importantes pour renforcer ce qui a été dit, c'est-à-dire l'aspect micro. Est-ce qu'on a effectivement les sociétés sont en train de rebondir fortement. Mais voilà, ce qui est risqué quand même, c'est que le marché anticipe déjà un rebond, donc il faut qu'elle soit en ligne ou un peu au-dessus quand même. Hein. Voilà, notamment celles qui sont déjà bien valorisées. C'est là où il peut y avoir quand même un petit risque micro. Thibaut Prébet, marché action. Alors, je vais vous donner quelques chiffres, mais Dow Jones plus 12% depuis le début de l'année, S&P 500 plus 14% depuis le début de l'année, Nasdaq plus 13% depuis le début de l'année, DAX plus 14%, CAC 40 plus 20%. Il fait bon être en France aujourd'hui, ou c'est juste qu'il y avait un effet rattrapage Non, c'est pas l'effet rattrapage, parce que l'année dernière, il y a beaucoup d'autres indices européens qui n'ont pas été géniaux. C'est juste qu'on est aujourd'hui, quand on est investisseur sur les marchés financiers, lié à des indices, parce que les gens comparent et que c'est normal.
Donc Bien sûr, ça fait complètement. 15 ans, quand vous regardez un indice italien, c'est des banques. Donc tout le monde est très content parce que tout le monde éclate l'indice italien parce que c'est facile de faire mieux que les banques. Et avant, tout le monde était content d'éclater l'indice CAC, puisque le CAC, si vous vous souvenez, les dernières entrées dans le CAC, c'est des sociétés comme Worldline, comme Dassault Systèmes, comme Capgemini, donc des sociétés innovantes. Avant ça, le CAC, c'était un truc tout mou avec des pétrolières, Des etc. et des industriels, banques. oui, bien sûr. Et donc ça montait jamais, donc on battait le CAC. Il se trouve que depuis, il y a une émergence colossale du luxe, qui est totalement unique. Comme ça. Et donc le luxe élargi, c'est 40 à 50% du CAC, qui cartonne tous les ans depuis 5-6 ans pour la totalité des sociétés, depuis que Kering a rejoint un peu la dynamique très forte de l'LVMH. Donc on a un indice qui est en fait un indice luxe, ce qui aujourd'hui est totalement impossible à battre, d'autant plus que la Chine s'étant rouverte le plus vite. Du coup, ces sociétés qui ont naturellement une expo très forte À la sont très Chine, fortes. effectivement, oui. Mais c'est pas lié à l'année dernière, c'est juste lié que c'est un indice luxe, et qu'un indice luxe aujourd'hui, c'est pas facile à battre. De la même manière qu'il y a des années où le Nasdaq est impossible à battre. Et puis il y a d'autres années où au contraire le CAC c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc ça c'est des compositions d'indices, c'est ça, très faut rentrer important pour effectivement à l'intérieur, l'investisseur. C'est pas juste, ouais, Parce complètement. que tout le monde vous compare au CAC. En fait, il y a des années où c'est imbattable et des années où c'est impossible de ne pas le battre. Pour l'investisseur, le sujet, il est de plus long terme. C'est-à-dire de se dire D'accord, oui. quelles sont les thématiques auxquelles on croit. Typiquement, le luxe, c'est un problème parce que ça fait partie des valeurs de croissance qui sont très chères. Complètement. Il y a d'autres Ouais, valeurs de bien sûr. croissance, par exemple dans le digital, qui sont beaucoup moins chères et qui ont des perspectives plus fortes. C'est-à-dire que quand le marché baisse depuis quelques mois, il y a un côté qui est très contradictoire intellectuellement dans l'idée où des secteurs value, on dit c'est pas cher donc ça monte parce qu'il y a de l'inflation, sauf que ces secteurs consomment beaucoup de matières premières. Donc les matières premières qui montent, c'est pas en soi une bonne nouvelle. Au contraire, il y a des secteurs digitaux qui non seulement n'en consomment pas ou quasiment pas, mais en plus bénéficient de la cherté des gains de productivité offerts par le digital dans un environnement. Et elles en profiteraient plus tôt et elles baissent plus tôt. Alors ça, c'est les thématiques de marché. On s'était connu il y a quelques années où tout suivait le pétrole et le matin, les biotech variaient comme le pétrole, ce qui intellectuellement n'a absolument aucun sens, mais le marché est comme ça. Et donc dans cette logique-là, aujourd'hui, il faut sortir un peu des indices et essayer d'avoir une vision stratégique de long terme qui va donner les grandes tendances. Et là où je pense que c'est important de faire les deux, il faut être stratégique, donc aller vers des valeurs vertes, des valeurs digitales qui sont des grandes thématiques de long terme. Mais effectivement, il faut regarder les valorisations pour éviter les risques Nifty 50, c'est-à-dire faire que des très belles valeurs, mais qui sont tellement chères que même quand elles déroulent, on ne gagne rien. Et c'est là que ce sujet, et je finirai là-dessus, des résultats va être important. On a eu beaucoup de révisions à la hausse récemment, dans le secteur des semi-conducteurs, des sociétés comme Prosus, que ligne de Tencent, qui ont révisé, et les titres n'ont rien fait. C'est-à-dire que les attentes sont élevées. Donc toute la difficulté, c'est qu'il est peu probable qu'on ait des déceptions vu la dynamique très forte microéconomique, mais il n'est pas acquis que parce que les résultats sont très bons, ça fasse beaucoup monter. En revanche, sur la durée, compte tenu de la dynamique dans l'innovation, c'est difficile d'être très inquiet. Jeanne Asraf Biton, même question. Alors une question un peu plus large, mais qu'est-ce que vous regardez actuellement maintenant qu'on a mis en lumière que effectivement les indices actions étaient pas mal repartis depuis le début de l'année. Comment qu'est-ce que vous regardez vous sur les marchés aujourd'hui, que ce soit en termes de thématiques ou de secteur géographique même, parce qu'on a beaucoup parlé finalement des États-Unis ou de l'Europe, mais il y a peut-être d'autres secteurs géographiques que vous regardez également. Écoutez, on regarde aussi le Japon, qui est en retard. Il a eu une dynamique macro qui a été très en retard cette année, en partie liée à une petite vague. Alors chez eux, c'est des petites vagues de Covid, pas petites par rapport aux autres, mais dans l'absolu, c'est peu de cas de personnes affectées rapportés à la population. Mais ils le traitent d'une façon très, très sévère. D'accord. Et du coup, avec un impact sur l'activité. On pense que là, c'est fini. Enfin, on voit que donc, possibilité de rattrapage. D'une façon générale, on regarde ce qui a été évoqué tout à l'heure, de près, ce qui se passe avec les variants et s'ils sont susceptibles ou pas, selon le niveau de vaccination, d'induire des mesures de restriction de mobilité. Parce qu'alors là, effectivement, ça aura un impact fort. On va aussi surveiller beaucoup les augmentations d'impôts que les Américains vont décider au Congrès, parce que l'influence sur les résultats 2022 des entreprises américaines risque d'être important. Il y a des scénarios où ça n'aurait qu'un impact mineur, des scénarios où ça aurait un impact beaucoup plus fort. Donc on va regarder ça de près. Alors là, on a mis en lumière le luxe, on a mis en lumière les valeurs de croissance, les techs. Est-ce qu'on a mis en lumière également les valeurs vertes? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous regardez, Bertrand Puif, aujourd'hui? Il y a au-delà des segments value, effectivement, on peut mentionner les financières, puisque les financières sont les premières à bénéficier d'une pontification de la courbe des taux. Après, nous, on est plus sur l'assurance que sur les banques, puisque les banques, il y a quand même un problème, c'est-à-dire que on en parlait en début d'émission, il y a beaucoup de zombies compagnies avec la dette des entreprises n'a jamais été aussi élevée en France. Clairement, quand tout ça va se normaliser, il va y avoir de la casse, et donc les taux de défaut vont augmenter sur les entreprises. Et ça fait un bout de temps qu'on le dit, effectivement.
moins de temps, effectivement. La question, c'est est-ce que ça va se faire graduellement sur plusieurs années ou est-ce que ça peut venir en 6 mois, 12 mois et auquel cas ce serait quand même un problème de gestion pour les banques, même si elles ont des bilans qui sont quand même plutôt maintenant solides, beaucoup plus qu'il y a une dizaine d'années. Mais bon, c'est quand même une incertitude sur les banques, plus le fait que le business model est quand même très disrupté. Donc nous, on préfère quand même les assureurs qui restent sur des valorisations relativement attractives, même très attractives dans une perspective historique et même en absolu, et qui sont très peu sensibles quand même c'est très peu disrupté l'assurance aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a vu au travers du Covid, il y a eu beaucoup de craintes qu'il y ait énormément d'argent qui soit déboursé par les assureurs pour indemniser donc les cas de Covid. En fait, au final, c'était très peu. Donc, je pense que le marché a pris de ça. Et même si on a une recrudescence de l'épidémie, je ne pense pas que ce soit un secteur qui soit autant impacté qu'il ne l'a été lors des premières phases, en fait. Donc à regarder effectivement les financières, que ce soit banque ou assurance. Merci beaucoup Bertrand Puif, gérant des fonds FF France et FF Nordique chez Fidelity. Merci également Thibaut Prébet, directeur général adjoint de Financière Arbevel. Et merci Jeanne Asraf-Biton, directeur de la recherche marché de Lyxor Asset Management. Et restez avec nous dans un instant, c'est Marché à thème. Et nous sommes à présent dans Marché à thème où nous allons nous intéresser à la gestion d'un fonds ISR avec Frédéric Ponchon, gérant chez Sycomore Asset Management et notamment gérant du fonds Inclusive Jobs. Bonjour Frédéric Ponchon. Bonjour. Alors on va voir ensemble comment on gère finalement un fonds au quotidien avec cette règle ISR et dans ce cas précis, donc je rappelle Sycomore Inclusive Jobs, tout est dans le titre, l'idée c'est de favoriser le recrutement et l'inclusion au sein d'entreprises européennes. Tout d'abord, une petite vision d'ensemble. L'ISR, on est sur une tendance de fond. On a vu une accélération l'année dernière avec notamment la pandémie. Vous l'avez senti, vous également, au niveau de la demande des investisseurs, cette tendance de fond ? Alors, je crois que ça fait plusieurs années, effectivement, qu'on sent très fortement ce besoin de sens dans l'épargne. Ça s'est manifesté surtout, je dirais, sur la partie environnementale. Bien sûr. Donc, la finance verte est devenue une réalité. On l'a vu. Ça correspond aussi à la prise en considération d'un risque, notamment d'un risque climatique qui est admis très largement par les investisseurs, mais par les entreprises également. Et je crois que jusqu'ici, on avait peut-être les dimensions sociales et sociétales qui étaient un peu les parents pauvres de la gestion ISR. Et à mon sens, là, finalement, la crise de la Covid a permis aussi de s'intéresser davantage à ces sujets. Et on sent beaucoup d'intérêt aujourd'hui pour ces sujets sociétaux, et notamment celui des inégalités. Et les inégalités, à mon sens, c'est un risque systémique qui est aujourd'hui un petit peu sous-estimé. Et par les investisseurs et par les entreprises aussi, dans le cadre de la RSE par exemple. Alors, Sycomore Inclusive Jobs, du coup, alors j'ai donné quelques grands axes, mais quelle est la raison d'être précisément du fonds ? En quoi c'est un fonds ISR du coup ? Alors, justement, le point de départ, c'est de se dire que l'emploi, c'est un des leviers essentiels de réduction des inégalités. D'accord, oui. C'est, du point de vue des objectifs de développement durable, un des vrais objectifs, le numéro 8, donc, travail décent des Nations Unies. Des Nations Unies, exactement. L'objectif numéro 8, donc travail décent et croissance économique, avec de manière très explicite le fait qu'il n'y a pas de recul de la pauvreté sans des emplois décents et correctement rémunérés. Et l'emploi, c'est dans ce sens-là que c'est une préoccupation, et ça devrait être une préoccupation de tous les investisseurs responsables. Eh bien, l'emploi, c'est ce vecteur d'inclusion et de mobilité sociale qui permet aux individus effectivement d'accéder à la prospérité, mais aussi aux économies et aux sociétés d'être plus durables. Donc c'est un vrai sujet ISR. Alors quand on gère un fonds et qu'on se donne cette règle du coup de favoriser l'emploi au sein des entreprises, comment on fait concrètement ? Comment est-ce qu'on choisit les entreprises ? Parce que c'est vrai que le côté climatique, le côté transition énergétique, il y a un côté plus imagé. On se rend compte en fait finalement d'une entreprise, ce que son impact direct sur la planète.
quand on investit du coup dans des sociétés en lien avec l'emploi? Comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, on a développé justement une métrique innovante et propriétaire, donc en collaboration avec un cabinet anglais qui s'appelle The Good Economy, qui est spécialisé dans la mesure des impacts sociétaux, notamment via l'emploi. Cette métrique s'appelle The Good Jobs Rating, et c'est une métrique qui a 3 dimensions. La quantité d'emplois, la qualité de ces emplois et la géographie de ces emplois. D'accord. Okay. La quantité, donc on va regarder des choses comme la croissance du nombre d'emplois directs et indirects. Souvent, quand on s'intéresse à l'emploi, on s'arrête là, et l'originalité de cette métrique, c'est de pouvoir aller aussi s'intéresser à la qualité de ces emplois, notamment en termes d'inclusion. On va pas juste regarder effectivement, j'ai créé 5000 emplois sur un an, donc j'ai fait suffisamment sur l'emploi. On va creuser un petit peu plus sur ces emplois en tant que tels. Exactement, sur la dimension qualité, notamment via l'inclusion qu'ils peuvent représenter. Il y a des catégories par âge, les seniors au sens du marché de l'emploi, les jeunes, les femmes, et les personnes très peu qualifiées qui sont mal servies par le marché de l'emploi. Ensuite, en termes de qualité, on va regarder aussi la capacité de progression dans chacun des secteurs, dans chacune des entreprises, l'équité des rémunérations, par exemple. D'accord. Ensuite, il y a la troisième dimension qui est celle de la géographie. La géographie, on comprend bien que créer un emploi dans le centre de Paris, de Francfort ou de Londres, c'est pas la même chose que de créer un emploi dans un bassin économique qui en a réellement besoin et où cet emploi va pouvoir avoir une traction sur l'économie locale qui va être plus importante. Donc, on étudie aussi où sont les sièges sociaux, où l'emploi est offert, et on valorise davantage les entreprises justement qui sont dans ces endroits où on en a besoin vraiment. Donc en fait, on rentre vraiment dans le détail et on va effectivement chercher finalement les entreprises qui font des efforts au-delà de mettre un emploi effectivement sur le marché du travail, 1, 10, 100 ou 1000. On va regarder celles qui s'investissent réellement pour l'inclusion en fait et faire revenir des gens vers l'emploi, vers le marché. Exactement. Je crois qu'il y a 3 grandes disruptions en ce moment du marché de l'emploi et qui vont s'accélérer sur la décennie qui vient. C'est la transition écologique, la transition digitale, l'automatisation de nombreux emplois, et puis l'élément démographique avec la hausse de l'âge de la retraite, la difficulté de trouver pour les seniors un emploi, et puis la difficulté pour les jeunes de rentrer dans le marché de l'emploi. Il y a 2 fois plus de chômage chez les jeunes en Europe que sur la population globale. Donc les entreprises, c'est elles qui ont la capacité à créer les emplois, et donc c'est aussi une responsabilité. Elles doivent, et notamment pour la transition écologique, si on veut qu'elle soit réussie, le point de départ, c'est que cette transition, elle soit juste et qu'on laisse personne de côté pour son acceptabilité à cette transition écologique. Donc les entreprises ont une vraie responsabilité là-dedans, et c'est ces entreprises-là qui jouent leur rôle qu'on va aller chercher dans ce fonds qui soutient les emplois durables et les emplois solidaires, puisqu'il y a une partie non cotée également sur des entreprises de l'économie sociale et solidaire pour 5 à 10% du portefeuille. 5 à 10% du portefeuille qui sont sur des entreprises non cotées, du coup que vous allez chercher hors marché financier. Exactement, on a établi un partenariat avec Inco, qui est une société qui est spécialisée justement dans l'investissement dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des entreprises qui apportent des opportunités d'emploi à des gens qui sont extrêmement éloignés du marché traditionnel de l'emploi. Ça peut être des chômeurs de très longue durée, des personnes très peu qualifiées, des migrants, des personnes qui souffrent de handicap. Et là, on va aller chercher investir dans ces entreprises. C'est pas de la philanthropie, c'est des sociétés qui ont des modèles économiques viables, mais qui ont ce prisme-là de l'économie sociale et solidaire pour aller offrir des opportunités d'emploi à des personnes qui en ont très fortement besoin. Alors, on parlera de la performance. Juste avant, une question rapide. Quand on gère un fonds ISR et qu'on va spécifiquement sur l'emploi, est-ce qu'on peut pour autant s'affranchir des autres grandes thématiques ISR ? Alors non, tout à fait. C'est un fonds qui est dans notre gamme de fonds ISR, de fonds actions, pour lequel on va demander le label d'État français. Et donc il y a un cadre d'analyse qui est celui de tous nos fonds ISR, donc avec
les meilleurs élèves sur notre cadre d'analyse maison. Donc c'est des entreprises qui sont alignées avec la transition écologique, avec les transitions sociétales et qui sont des bons élèves en termes d'ESG. Et donc on revient quand même à cette transition énergétique aussi qui reste quand même en toile de fond, même si c'est pas l'objectif. Si on veut, mais en fait, si on veut des emplois durables, il y a très clairement des secteurs sur lesquels les emplois sont en risque de transfert vers d'autres secteurs qui sont plus alignés avec cette transition écologique. Et rapidement, Frédéric Ponchon, un fonds ISR spécialisé du coup sur l'emploi, c'est du coup on sacrifie la performance ou pas forcément? Alors l'idée c'est absolument pas celle-ci puisque bien sûr on a ce double objectif d'avoir une performance qui soit en ligne et qui dépasse les indices actions sur un horizon d'investissement action, mais aussi la deuxième partie, donc d'apporter du sens avec un impact positif sur la société. Et donc toutes les sociétés qui sont en portefeuille ont sur la partie cotée un objectif de rendement, un potentiel d'appréciation significatif. C'est pour ça qu'elles sont choisies pour justement apporter ce qui est notre premier engagement vis-à-vis de nos clients, c'est de la performance boursière. Merci beaucoup Frédéric Ponchon. Je rappelle du coup que vous êtes gérant chez Sycomore Asset Management et notamment gérant du fonds Sycomore Inclusive Jobs. Merci à vous également de nous avoir suivis en direct et je vous donne rendez-vous demain à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.